Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée du Leaders Club qui est placée sous le signe de comment revenir à la restauration, comment revenir à l'essentiel dans la restauration. Et pour ça, on a fait appel à pas mal d'experts que je vais vous présenter. Et n'oubliez pas que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez développer votre réseau et avancer. Et n'oubliez pas surtout que seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Alors sans plus attendre, je vous présente Jérôme Doria, qui est juste là et qui va nous parler juste après. On a Laurent Fléchet, président des restaurateurs GNI, qui nous fera un bilan 2021-2022. Bernard Boutboul à ma droite, qui fait un grand retour au Leaders Club et qui est président de Gira Conseil. Donc il va nous présenter ses idées pour faire évoluer la restauration dans un contexte en mutation. Alors finalement, Samuel, on a Guillaume de chez Pokawa qui va évidemment nous raconter cet engouement pour cette marque et le développement très fort. On a Pierre-Julien Chantios, fondateur d'Eleni Group, qui nous reçoit ce soir et qu'on remercie parce que l'endroit est juste magnifique. On peut l'applaudir bien fort. On a surtout hâte de goûter pour nous réchauffer. Juste après, on a Camille Larat, donc responsable concept restauration Accor, qui présentera les nouveaux concepts au sein des hôtels. Et ben c'est tout parce qu'on a un petit imprévu pour ce soir. Et j'ai la chance de présenter ce soir avec Aurore Béguet, qui est vice-présidente du Leaders Club et qu'on peut applaudir aussi très fort. Et c'est à toi d'enchaîner. On n'a pas eu le temps de réviser. Et voilà. Alors bonsoir tout le monde. Alors on va démarrer les interventions donc avec le GNI qui est venu en force ce soir, avec 2 intervenants. Et le premier, qui est Jérôme, qui est vice-président de la commission numérique au GNI, si je ne dis pas de bêtises, et qui va nous expliquer, donc le GNI a mis en place un parcours numérique pour pouvoir... on a beaucoup parlé de numérique ces dernières années, et malgré ça, certains ne s'y sont pas encore tout à fait mis, et donc le GNI a des outils pour remédier à ça. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi ça consiste, Jérôme, s'il te plaît? Tout à fait, merci Aurore. Bonjour. Donc, effectivement, dans ces dernières années un petit peu difficiles, on a eu à revenir à l'essentiel. Quelquefois, l'essentiel, c'est de revenir à table, à son bureau, chez soi, sans pouvoir sortir, sans pouvoir rien faire pour son activité qui était fermée. Et l'essentiel, quelquefois, c'est trouvé un petit peu difficile à réaliser pour communiquer, pour essayer de trouver des nouveaux clients, pour essayer de faire sa compta, parce qu'on a constaté un certain nombre de lacunes parmi les différents gérants de restaurants, d'hôtels et de traiteurs. Donc c'est ce qu'on appelle nous le vide numérique, hein. C'est ni l'envie, ni la compétence, ni les outils pour pouvoir accéder à ne serait-ce qu'une plateforme pour trouver une aide ou d'aller changer son site internet parce qu'on est bloqué chez soi. Donc on a participé avec le GNI, le Groupement National des Indépendants, avec l'ASForest, un centre de formation, avec l'Association Française des Maîtres Restaurateurs et Artiref, un appel à projet lancé par la EPI il y a maintenant 1 an et demi. On l'a gagné, ce qui nous a permis de mettre en place un parcours d'initiation numérique adapté aux restaurateurs et aux hôteliers. Initial Pinard, ça ne s'invente pas. Un parcours très simple, donc j'ai compris qu'aujourd'hui on pensait à revenir à l'essentiel. Moi j'ai 2 slides, basiques, simples et évidemment essentiels. Pour ce parcours d'initiation numérique, il commence par un webinaire d'une petite heure auquel on peut accéder soit en live avec son ordinateur ou son téléphone pour poser des questions à l'intervenant, soit en replay, donc quand on veut, la nuit, le jour, dans le métro, pas en voiture, vaut mieux éviter. Ensuite, il est suivi d'un MOOC qu'on peut réaliser en à peu près 6h30, en tout cas, moi c'est le temps qu'il m'a fallu, mais en plusieurs fois, pareil, la nuit, le jour, 1 mois après, 2 jours avant le webinaire, il n'y a pas d'ordre nécessaire qui permet de s'instruire un petit peu plus sur la communication numérique externe, moins sur les outils internes, la logistique, la compta, toutes ces solutions qui existent aujourd'hui. Et pour terminer,
la dernière étape de ce parcours, c'est l'accès à tous les restaurateurs et les hôteliers et les traiteurs qui participent à ce parcours, à une plateforme qui va présenter l'ensemble des solutions numériques, les noter, essayer de satisfaire à toutes les questions que les intervenants peuvent se poser et essayer d'échanger autour de ces solutions pour pouvoir développer leur esprit numérique. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. Et donc, Jérôme. QR code. Pour en bénéficier, voilà. Vous Voilà. pouvez même le faire. Je ne vous même dis pas au fond de la comment salle, vous pouvez, Voilà. Donc, pour vous inscrire. quelquefois, même 2 personnes par établissement. Vas-y Paul, fais un test. C'est gratuit. Paul, fais un test. Et c'est gratuit. Tout à fait. Mais non, mais il faut le Il y dire a à un la peu fin. participatif. Il faut le dire à la fin, parce qu'on sent que les gens sont en haleine. Merci. On avait gardé le meilleur pour la fin, c'est pour ça. Merci beaucoup, Jérôme. Donc maintenant, on va donner la parole à Laurent, qui est à ma gauche, président des restaurateurs du GNI. Donc, tu es aussi restaurateur à la tête d'établissements comme Bistronomie, délicieux d'ailleurs, comme Pirouette, le Zébulon ou encore Baltar au Louvre. Et tu as choisi la restauration par passion et tu as choisi aussi de défendre les chefs et les restaurateurs au GNI par passion. Et tu as beaucoup œuvré pendant ce Covid pour participer au plan de réouverture de restaurants, imaginer comment on allait pouvoir réouvrir et dans quelles conditions. Donc beaucoup travaillé avec le gouvernement et avec le GNI. Et on aimerait faire bénéficier de ton expérience et que tu nous dises un peu quel bilan toi tu fais en 2021 maintenant que tout a un petit peu redémarré de la restauration française. Merci Laurent. C'est mieux, voilà, merci. Bonjour à tous. En général, j'essaie d'être sympa et marrant, mais là c'est compliqué quand on me demande de faire le bilan 2021. Parce que c'est un petit peu, pour nous, c'est... Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Un jour sans fin, le jour de la marmotte. Vous avez ce grand emporteur qui est obligé de couvrir chaque année un non-événement qui est la sortie de la marmotte quelque part dans une petite ville aux États-Unis. Et qui, une année en particulier, va revivre ce jour de façon indéfinie. Pour moi, 2021, c'est un petit peu ce jour de cauchemar, mais qu'on va vivre 365 fois dans l'année. 2021, c'est une année particulière, charnière, puisqu'elle vient effectivement après une première année catastrophique, 2020. Et c'est vraiment, ça inscrit la restauration française dans une crise profonde. Et puis avant 2020, il y avait eu 2015, 2016 les attentats, et puis on a eu 2018, 2019, les mouvements sociaux, les grandes grèves. Donc on arrive en 2020 en étant déjà, pour un certain nombre d'entre nous, assez fragilisés, avec une trésorerie un petit peu exempte. Et puis on se tape 2020 et 2021, donc bon voilà, c'est pas facile. En 2021, il y a grosso modo 3 étapes, on peut la diviser en 3 temps. Il y a une première étape où on est tous fermés. Certains font de la livraison, vente emportée, livraison au domicile. Certains s'en sortent, d'autres non. Ça dépend vraiment des quartiers, puis ça dépend aussi de la typologie de votre offre. Si vous avez un produit adapté ou non pour livraison, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Malgré ce qui nous est vendu aujourd'hui par les grosses plateformes, il y a quand même encore une offre très spécifique à la livraison à domicile, qui est représentée par le burger, par la pizza, par les sushis, enfin voilà, un marché assez traditionnel de la livraison. Et quand tout le monde essaye de se mettre sur ce marché et qu'on n'y a pas déjà une place au soleil, c'est compliqué. Donc 5 mois difficiles, une réouverture partielle en mai, plus complète à partir du 9 juin 2021. Et puis là, on n'a pas une reprise d'activité, on a des reprises différentes qui sont liées à la spécificité des territoires, mais aussi d'un quartier au sein d'un même territoire et aussi d'une activité ou d'une autre au sein d'un même quartier. Donc pour faire simple, les chiffres sont là, on a des études effectivement au sein du GNI, on a des études avec Food Service Vision, le GIRA aussi, très certainement, qui nous disent que il y a une très forte reprise, effectivement, à l'été 2021, dans le littoral Grand Ouest, dans le sud, bien évidemment, donc en bord de mer, mais aussi le tourisme vert en campagne, qui va très bien. Les Français restent en France. Alors, il n'y a pas les touristes, mais les Français découvrent effectivement certains coins de campagne où on n'allait pas et où on se rend, effectivement. La montagne, il y a
la vallée qui prend bien, les stations un petit peu moins bien. En bref, en tout cas, il y a les grands gagnants, effectivement, sont ceux que je viens d'évoquer, avec des taux de croissance très forts. À Marseille, par exemple, plus 45% en 2021, l'été 2021, par rapport à 2019. Donc un bel été et une bonne arrière-saison, portée par une météo plutôt clémente. Et puis, encore une fois, des Français qui veulent sortir. Les grands perdants, on les connaît aussi, malheureusement, ce sont les établissements de centre-ville, de grandes agglomérations, donc je pense à Lille, à Lyon, à Marseille en particulier, et puis à d'autres très certainement, les centres-villes qui sont fuis par les habitants, complètement désertés, et puis encore une fois, de façon assez classique, par deux fois en fait, on nous a sorti de notre boîte en début de l'été, et c'est pas forcément la meilleure saison pour nos établissements de centre-ville, de grosses agglomérations. Donc on est effectivement, là je dis on parce que je m'adresse peut-être à une population plutôt francilienne, parisienne, on est les grands perdants effectivement de ces 2 années pour la plupart. Alors après, encore une fois, je disais qu'il y avait au sein même effectivement d'un territoire des quartiers qui s'en sortent mieux que d'autres. Les quartiers résidentiels forcément et le télétravail. Et puis il y a des activités qui s'en sortent mieux que d'autres. La boisson, très certainement, au détriment de la restauration. Je pense qu'on a tous constaté, effectivement, que dans des établissements qui ont une offre mixte, boisson et restauration, à 21h, il y a encore beaucoup de pintes de bière, de cocktails sur les tables et un petit peu moins d'assiettes et un petit peu moins de restauration. Donc voilà, le bilan 2021, c'est des perdants et des gagnants. Et très sincèrement, il y a peut-être autant de gagnants que de perdants. Alors nous, à Paris, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de perdants, mais en tout cas, les chiffres sont là. Un établissement sur 2, quand même, déclare avoir réalisé moins de 50% en 2021, moins de 50% de son chiffre d'affaires de 2019, qui est malheureusement la dernière année de comparaison à peu près pleine. Voilà, donc un établissement sur 2 à moins 50%, peu considèrent avoir fait 100% de leur chiffre d'affaires, mais ils sont de l'ordre, je crois, d'à peu près 15%. Merci beaucoup. Si on s'appuie du coup sur les success stories, donc les choses plus positives des établissements qui ont su tirer leur épingle du jeu, est-ce que tu vois des opportunités de marché du coup en France quand même, pour finir sur une note positive par rapport à d'autres marchés, d'autres pays comme les États-Unis ou autres? Alors, il y a quand même effectivement, il faut se souvenir qu'avant, il y avait effectivement une croissance de dans le secteur d'activité de l'ordre, je crois, d'à peu près 5% annuel, c'était pré-Covid. Et donc, il n'y a pas forcément de raison pour que cette croissance ne reprenne pas effectivement en sortie de crise sanitaire, si ce n'est un élément fort qui est le télétravail. Et ce télétravail, effectivement, est certainement le point le plus bloquant. Parce que on finira certainement à être tous vaccinés, ou on aura eu tous le Covid, et puis on arrivera peut-être effectivement à combattre le variant et à faire de ce Covid effectivement une espèce de crise saisonnière, pourquoi pas. En revanche, le télétravail restera très certainement ancré. Un jour de télétravail dans la semaine, c'est moins 20% d'activité sur le midi. 2 jours, c'est moins 40. Enfin, à peu près, à quelque chose près, on peut discuter des chiffres indéfiniment, mais c'est à peu près ça. On sait aussi qu'un télétravailleur, voilà, 2 chiffres. Une personne qui est chez elle a grosso modo une prise dans la journée hors domicile, une prise de consommation dans la journée. Et quelqu'un qui se rend au travail, on a à peu près 3. Et quelqu'un qui est en déplacement professionnel, c'est 5. Bon. On sait aussi que tout ce qui n'a pas été pris par les restaurateurs traditionnels dans des zones effectivement de bureaux n'a pas été récupéré par les restaurateurs dans les zones résidentielles. C'est-à-dire que celui qui fait le télétravail chez lui ira moins facilement au restaurant alors qu'il a accès à sa cuisine que celui effectivement qui se rend sur le travail. Donc il y a un effet bien évidemment, et tant mieux pour ceux qui sont en zone résidentielle, ils récupèrent une partie du business, mais pas l'intégralité. Alors, dans les bonnes nouvelles, c'est que je pense que le marché français est loin d'être à maturité. En tout cas, je le crois. Je crois que si on se compare effectivement à d'autres marchés,
tels que l'Angleterre ou les US. Là aussi, les chiffres, on peut toujours en discuter. Voilà. Mais un Américain consomme en valeur aujourd'hui 3 fois plus qu'un Français. Moi, j'ai l'impression que les émissions à la télévision n'ont pas créé tant de vocation que ça pour cuisiner à domicile. Les jeunes, une fois qu'ils ont essayé de refaire la pâtisserie du champion du monde et qu'ils s'y sont collés une fois, ils ne vont pas forcément recommencer. Et ils iront peut-être manger cette pâtisserie chez un pâtissier ou dans un restaurant. Voilà, donc je crois qu'on a quand même une population jeune aujourd'hui qui n'est pas forcément attirée par le fait de faire la cuisine chez elle, ou alors de la faire pour le cadre d'un événement, parce qu'il invite des amis, mais faire la cuisine quotidienne, pas forcément. Donc c'est peut-être ça aussi notre avenir, c'est d'avoir effectivement une population qui cuisine de moins en moins et qui sort plus. Et puis j'en parlais tout à l'heure avec Jérôme, mais je crois qu'on se doit effectivement, nous, dans la restauration traditionnelle, à vendre de plus en plus cette fameuse expérience client, à faire qu'en salle, il se passe quelque chose, et que nos serveurs ne soient pas des porteurs d'assiettes, mais véritablement les ambassadeurs de la cuisine. Et voilà, donc qu'on vive quelque chose de différent au restaurant qu'en se faisant livrer chez soi, ou en achetant un plat tout cuisiné chez Picard et en le faisant réchauffer dans son micro-ondes. Donc voilà, l'avenir de la restauration traditionnelle pour moi. Alors c'est peut-être enfoncer une porte déjà ouverte, mais ça passe aussi et surtout par le service, par la salle et par la façon qu'on a d'accueillir nos clients dans nos établissements qui doivent vivre quelque chose qu'ils ne vivent pas en restant chez eux. Merci beaucoup, super intéressant. On continue, vous savez que nous au Leaders Club on adore partager les bonnes informations et nous chez Factory & Co on s'est rapproché dernièrement de Gérard Conseil et de Bernard Boutboul avec qui on a revu complètement le positionnement de la marque et avec qui maintenant on crée même des marques. On travaille ensemble, on a appris à monter ça et du coup on voulait vous le faire partager ce soir, sa vision de la restauration en plein changement et comment s'adapter. T'as pas de micro Bernard, tu te débrouilles. Merci Jonathan, merci à tous de m'accueillir. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire le GNI. Nous avions dit, si vous regardez les médias, en mai-juin 2019, que l'année 2020 c'était une croissance à 2 chiffres. Bon, on s'est planté, parce qu'on n'avait pas prévu le Covid. Mais ce n'est que reporté, parce qu'en 2021, sans trahir de confidentialité, on va frôler le 2 chiffres. On n'y sera pas, mais alors en 2022, c'est sûr qu'on va y être. Donc tout va bien, parce que le consommateur est là, il est en demande. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes dans une mutation très profonde, qui est en fait une phase de transition entre 2 modèles. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec le Covid, puisque si on résume la situation, il y a eu une mutation de la part du consommateur qui a changé radicalement son comportement, ses comportements alimentaires, et il ne l'a pas changé depuis la semaine dernière, il l'a changé en 4 phases très rapidement, en l'espace de 25 ans. Rappelez-vous, en 1996, c'est la première fois que l'habitant de cette planète apprend qu'un aliment ingéré pouvait lui entraîner de graves problèmes sur sa santé, phase 1. Et ça a eu comme conséquence la traçabilité obligatoire de ce qu'il y a dans nos assiettes, dans nos sandwichs, dans nos salades. Puis le consommateur est passé en phase 2 grâce à une émission d'Envoyé spécial en 2013 qui traitait le fait que les députés et les sénateurs de ce pays travaillaient la fameuse loi sur le fait maison qui a été votée en 2014. Et ils ont entendu un gars très flouté dans cette émission qui a dit que 80% des restaurateurs de ce pays ne fabriquaient plus rien. Même si ce monsieur a exagéré devant des millions de personnes, puisque cette émission a fait un record d'audience d'Envoyé spécial, le mal est fait et le consommateur la passe en phase 2, qui est une phase de colère vis-à-vis des restaurateurs qui ne font pas le job, qui ne font plus le job, qui le trompent. Et rappelez-vous, c'est à partir de 2013-14 qu'on a vu les murs des cuisines tomber. Pourquoi ? Pour voir quoi ? Qu'il y a des hommes et des femmes qui font quelque chose avec leurs petites mains. Phase 2, de rassurance qu'un restaurateur fait bien son métier. Et en 2017, on n'est pas encore au Covid, le consommateur découvre le poteau rose, c'est que c'est pas parce qu'il voit des gens s'agiter leurs petites mains derrière un mur qui n'est pas d'ailleurs très très bas d'ailleurs, que c'est vraiment du fait maison. Et là, il passe au stade 3, c'est qu'il est en demande de minutes personnalisables. Alors là, ça se complique,
Parce que le minute personnalisable, la restauration rapide dit ouais, bon, c'est bon, je vais me mettre au boulot, je sais le faire, il y en a plein qui le font. Mais dans la restauration avec service à table, ils disent comment je fais pour faire du minute personnalisable, qui est la preuve ultime du consommateur, comme quoi que c'est du vrai fait maison. Je dis bien vrai fait maison. Et puis là, en post-Covid, il vient de passer, et là on a noté depuis même 2020, 2021, et puis là ça monte encore plus, il ne conçoit plus du tout, mais alors plus du tout d'aller dans un établissement qui s'appelle un restaurant avec un grand R, s'il n'y vit pas une expérience. Alors expérience, je le vois souvent dans la bouche de la droite à gauche, mais le consommateur, cette expérience qu'il demande, c'est une expérience extrêmement simple qui est en fait le grand retour aux sources, le grand retour des fondamentaux du métier de restaurateur. L'expérience qu'il attend est une expérience qui repose sur un triptyque d'une banalité extraordinaire, qui est le lieu dans lequel il est. Jonathan disait merveilleux restaurant, premier élément du triptyque. Deuxième élément, l'assiette, évidemment, c'est le job du restaurateur, vivre l'expérience avec ce que je mange, avec l'assiette. Et troisième pilier triptyque de l'expérience, c'est avec le personnel. J'entendais tout à l'heure qu'on est devenus des porteurs d'assiettes, mais je dirais même plus qu'on est devenus des preneurs de commandes et des porteurs d'assiettes. Et ça, le consommateur n'en veut pas. Il n'en veut plus. C'est pas ça qui l'intéresse. Il veut être chouchouté, il veut qu'on le suggère, il veut qu'on lui donne envie, il veut qu'on lui explique, bref. Donc ça fait beaucoup quand même en termes de mutation en l'espace de 25 ans. C'est vrai qu'elle est lente, mais parfois elle s'accélère. Et puis ce qui est très étonnant au niveau de la consommation, c'est que on a affaire à un peuple, je parle là des Français, on a noté, parce qu'on travaille pour le CIAL, qu'il y aurait, je dis bien il y aurait, si on ne s'est pas trompé, 3 peuples dans le monde qui ont cette particularité, dont la France. C'est que, je ne sais pas si vous avez vu les enquêtes qui sortent les unes après les autres, qui disent que les Français veulent du sans gluten, du sans lactose, du bio, du je sais pas quoi, enfin il y a un truc de dingue. Si vous regardez bien les sondages, on est à 80-85% de la population qui déclare ça. Les instituts de sondage me disent que ne casse pas avec les erreurs qu'il y a, considère que toute la population veut ça. Ok, on va laisser ça de côté juste 10 secondes. Chez Gira, nous avons la chance d'avoir les stats de vente de la restauration France, de McDo jusqu'aux étoilés Michelin. Et là, j'espère que vous êtes tous bien assis. Nous sommes en France co-recordman du monde d'absorption de pizza par tête d'habitant. Nous avons inventé la pizza aux 4 fromages. Les Italiens nous regardent pas possible parce que ça n'existe même pas chez eux. On a mis de la crème dans la carbonara. Alors là, ils sont outrés parce qu'il n'y a pas de crème dans la carbonara. 78% des assiettes dans la restauration haïtienne à table, j'élimine le fast-food et vous allez comprendre pourquoi, sortent avec des frites. C'était 60% il y a 15 ans et maintenant on nous dit qu'il faut mettre du cheddar dessus. Et du bacon. Et du bacon, très bien. Et des oignons frits, fabuleux. 2 repas sur 3 se terminent par un café gourmand. N'importe quel nutritionniste vous dira qu'il vaut mieux prendre un dessert qu'un café gourmand. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Et puis le Roi Burger qui a été multiplié par 14 en volume ces 10 dernières années. On s'est renseigné auprès de l'industrie agroalimentaire, ils nous disent on n'a pas de produit qui arrive à sa cheville. Et alors, on nous dit que les Français veulent du sans gluten, du sans lactose, qu'ils font attention à leur ligne et qu'ils veulent ça. Il y a un truc de bizarre quand même. Soit les sondeurs sont manipulés par des lobbies, pourquoi pas? On a été les voir, ils m'ont dit, je t'assure, on est manipulé par personne, c'est du déclaratif, certes. Soit nos stats sont fausses. Et on s'est posé aussi la question. Eh bien, en fait, les sondeurs font correctement leur boulot et nos stats sont justes. Et on a découvert le poteau rose il n'y a pas très longtemps, c'est que les Français, avec les Chinois et les Italiens, apparemment on serait 3 dans le monde, nous avons ce qu'on appelle une double vie alimentaire. Je précise. Il y avait déjà qui disaient, bon, double vie. Ça veut dire quoi une double vie alimentaire? C'est que ce que nous faisons en hors domicile n'a rien à voir avec ce qu'on fait au domicile. Alors vous allez me dire quelle est la différence. On a interrogé Auchan, Carrefour, Leclerc et toute la bande. On leur a dit le sans gluten, le sans lactose, le bio, est-ce que ça marche? Ils nous disent c'est pas que ça marche. C'est que c'est une émeute, on n'arrête pas d'allonger nos mètres linéaires d'année en année. Et vous pensez bien que la grande distrib ne donne pas des mètres carrés à ce qui n'est pas rentable. Mais dès que les Français sont hors domicile, vous savez ce qu'ils font? Ils se lâchent. Et vous savez ce que c'est que se lâcher pour les Français? Les Chinois et les Italiens. 3 peuples qui ont des racines culinaires profondes, d'ailleurs au passage, hein, comme par hasard. Ils se lâchent. Et vous savez ce que c'est que se lâcher? C'est tout ce qui est gras, sucré et salé. Vous n'avez pas ça aujourd'hui sur votre carte, vous êtes out. C'est même pas la peine d'y penser. Alors quand je vois des restaurateurs qui se lancent dans la restauration végane, je vous assure que je me précipite pour aller les interviewer et aller les voir avant qu'ils ferment. Sérieux. Je plaisante pas, ils ferment les uns après les autres. Il n'y a pas de demande.
Il y a 0,2% de véganes sur le territoire français. On va faire des restaurants pour eux. Il y a 3% de végétariens sur le territoire français. On va faire des restaurants pour eux? Bien sûr que non. Bien sûr que non. En revanche, nous serions, et ça c'est pas une stat à nous, c'est les nutritionnistes qui nous ont dit ça, nous serions un Français sur deux à être devenu flexitarien. Vous savez ce que c'est qu'un flexitarien? C'est quelqu'un qui a décidé de diminuer un peu sa consommation de bœuf, d'en manger de meilleure qualité et de temps en temps de se faire une assiette de petite. Ah ouais, alors ça les restaurateurs ils me disent bizarre, hein, ils s'envoient une côte de bœuf avec des frites, du cheddar et du bacon, et puis le lendemain il veut une assiette de légumes. Bah ouais, ça s'appelle un flexitarien. Et on serait un Français sur deux à être devenu comme ça. Bref. Pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est que ça, c'est le consommateur, mais il y a aussi les restaurateurs. Ça fait 8 ans, ouais, ça fait 8 ans qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est arrivée. D'un côté, vous avez des ex-chefs de la gastronomie, et des ex-seconds et des ex-chefs de partie de 2 et 3 étoiles au guide Michelin. Donc vous imaginez des grosses pointures que c'est. Ils ouvrent des établissements, qu'on a appelés bistronomiques, bon, on va les appeler comme ça, pourquoi pas. Et ces gens-là, depuis 8 ans, décodifient complètement la haute gastronomie. Ils virent les nappes, ils dépareillent la vaisselle, on n'est plus en blanc et noir, on est en jean, basket, polo, et alors la nouvelle génération, là, c'est tatouage, piercing. Et la haute gastronomie dit, mais ça se fait pas. Ah bon, ça se fait pas? Qui a dit que ça se faisait pas? Et c'est pas que les cuisines sont ouvertes chez eux, c'est qu'on se demande si on mange pas dans la cuisine ou s'ils font pas la cuisine dans la salle. Au grand bonheur du consommateur qui, rappelez-vous, a besoin d'être rassuré sur le fait qu'on fait le job. Il veut tout voir. Et il veut pas tout voir pour être comme ça, il veut voir pour être rassuré. Alors ils ont viré les nappes, ils dépareillent la vaisselle, enfin ils n'arrêtent pas. Et puis de l'autre côté de l'échiquier, ça se passe plutôt dans la restauration dite à thème et dans la restauration rapide. Alors ceux-là, ils m'étonnent parce que là, c'est pas des ex-seconds et étoilés, c'est des mecs et des nanas, je sais pas d'où ils sortent. Si, je sais plutôt d'où ils sortent, HEC, Subdeco, école d'ingénieurs, et ils montent des établissements. Alors ceux-là, moi je les suis de très très près, ces gens-là. J'ai demandé à HEC s'il y avait un prof qui leur bourrait le mot avec la restauration, il dit je t'assure qu'il n'y a personne qui leur parle de la restauration. Il s'est passé quelque chose il y a 8 ans, enfin bref. Et ces gens-là ont un point commun avec les chefs de la bistronomie. Alors vous allez me dire quel point commun il peut y avoir. Le point commun qu'il peut y avoir, c'est que ces mecs-là, dès qu'ils font de la restauration, ils modifient tout le modèle économique. D'emblée. Achat, ils achètent ailleurs, ils achètent autrement, ils tarifient autrement leurs cartes, ils montent des cartes autrement, ils vont chercher directement aux producteurs, ils sont pas locavores, ils sont plutôt en circuit court. Enfin bref, il y en a même qui ont créé leur propre logistique. Bon, ouais, c'est un truc de dingue. Chaque fois que je dis ça, les restaurateurs ils disent c'est pas possible, on ne peut pas aller chercher. Bah si, eux ils le font. Frais de personnel, alors là c'est là où ils m'ont un peu assis, ils vont aller chercher des nouveaux profils, qu'ils rémunèrent autrement, j'ai pas dit plus, hein, autrement, qu'ils fidélisent. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que le coût de turnover dans la restauration. Enfin si, vous le savez, je pense. C'est énorme. Je rêve de le chiffrer, j'arrive pas à trouver la technique pour le chiffrer, mais ça coûte une fortune le turnover. Donc le seul moyen, c'est de les fidéliser. Et ces gens-là dont je vous parle, qui ont attaqué les frais de personnel, comme par hasard, ils ont 12, 13, 14% de turnover quand la restauration en a 68. Il se passe quelque chose là aussi. Et puis le troisième élément du modèle économique qui change, et alors là ils m'ont un peu estomaqué, il y a 8 ans ils m'ont dit est-ce que tu crois que la théorie, c'est-à-dire l'emplacement est toujours d'actualité? Je dis ouais les mecs, je commence à leur sortir toute ma science sur les études de marché, ils me disent je suis désolé, c'est complètement passéiste, on peut se permettre de se mettre sur un emplacement de 2e et 3e catégorie, et si on est vraiment très très bon, les gens viendront nous chercher là où on est. Et je leur ai répondu à l'époque, là les mecs vous poussez un peu parce que je connais que 27 personnes en France qui sont capables de sortir cette phrase-là, ce sont les 3 étoiles au guide Michelin. Un 3 étoiles, tu peux le mettre au 8e sous-sol, au 3e étage ou dans la forêt, il y en a eu un d'ailleurs dans les Vosges. Mais vous les mecs, vous allez vendre des pizzas et des pâtes, vous êtes sérieux? Et vous connaissez la suite de l'histoire, ils l'ont fait, ils ont des emplacements qui sont pas bons. C'est des emplacements qui sont devenus bons, des emplacements qui sont pas bons. Et ça modifie le modèle économique, parce que quand mon fonds de commerce est plus bas, quand mon loyer est plus bas, mon seuil de rentabilité est plus bas. Et pour finir, on nous demande souvent, mais avec tous ces changements, etc., on va vers quoi? Quelle est la direction? Quelle est la trajectoire? Alors je me répète, hein, mais 2022, 23, 24, on va redémarrer extrêmement fort, enfin, pour ceux qui seront armés évidemment. Mais je pense très sincèrement, et là je vais me mouiller un peu, que dans les 10-15 ans
allez, 20 ans qui viennent, il y aura 2 styles de restauration. Il n'y en a pas 3, pas 8, il y en aura 2. Soit elle sera expérientielle, sur le triptyque dont je vous ai parlé, soit elle ne sera pas. Je dis bien, soit elle ne sera pas. Ce qui veut dire que si elle ne l'est pas, ça va être le grand démarrage de la livraison, des dark kitchen, etc. Parce que quel intérêt d'aller dans un restaurant s'il n'y a pas d'expérience? Autant que je me fasse livrer, autant que je me fasse livrer au bureau ou à la maison. Donc soit elle sera expérientielle, aussi bien d'ailleurs dans la rapide que dans la haute gastronomie. En ce moment, on travaille avec un groupe d'étoilés Michelin qui me disent « Ok, comment je crée de l'expérience ?» Comment je crée de l'expérience? Et c'est évident, on refait des trucs à côté de la table, verse une sauce, propose, découpe. On va sûrement venir à des choses qu'on faisait il y a 30 ans ou 40 ans qu'on a abandonnées, par manque de compétences, pour gaspillage, je sais pas quoi. Mais il va falloir refaire des choses, c'est évident, près de la table, près du client. Et s'il n'y a pas ça dans la restauration, eh ben on se fera livrer, et là, ça sera le grand démarrage de la livraison, le grand démarrage des dark kitchen, qui pour l'instant peine un peu à démarrer, mais il y a un ogre derrière qui est en train d'attendre, qui se prépare, et c'est lui qui est en train de s'armer et apprendre. Non, c'est pas toi, Jonathan, qui va avaler d'ailleurs les Uber Eats, les Deliveroo, etc., qui est le meilleur logisticien au monde, c'est Amazon. C'est lui qui est en train d'apprendre. Nous, on est en relation avec Amazon Europe, qui me dit, t'as raison, ça sert à rien qu'on se presse, le marché n'est pas mûr. En tout cas, il parle de la France, là. Et ils sont en train d'apprendre le métier, ils ont créé Amazon Fresh, pour ceux qui connaissent. Ils savent amener un produit non périssable d'un point A à un point B le plus vite possible. Ça, ils savent le faire. Mais un produit périssable, ils ne savent pas faire. J'en parle beaucoup avec eux, ils sont en train d'apprendre. Mais ils ne se pressent pas, le marché n'est pas mûr. Mais il va être mûr dans quelques années, quand la génération Z, ceux qui sont nés autour de l'année 2000, vont avoir du boulot, vont avoir un pouvoir d'achat. Ceux-là vont vouloir se faire livrer ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Et il n'y en a qu'un qui pourra faire ça, c'est Amazon. Merci de votre attention. Merci beaucoup Bernard, c'était passionnant. J'imagine qu'il y aura quelques questions par la suite. Et on continue tout de suite avec une chaîne qui se développe incroyablement bien, qui est partie de rien, où à la base c'était 2 livreurs, Maxime Belair et Samuel Carré. Aujourd'hui vous avez quoi? Je vais me noter. 75 restaurants, dont 43 en franchise. Et on a la chance d'avoir ce soir le directeur du développement. D'accord. Et j'ai oublié ton prénom. Guillaume. Guillaume. Eh bien Guillaume, comment expliques-tu le succès de Pokawa en fait? Donc Pokawa, ça a 4 ans et demi à peu près là. Et du coup au début, ça avait Maxime, ils ont démarré dans leur appartement à faire des pokés. C'est la vraie histoire ou c'est la histoire? C'est la vraie histoire. Non, la vraie histoire. On la connaît celle-là. Non, Garage. C'est la vraie histoire. Ils ont testé avec de l'événementiel sur Paris, voir si le poké ça plaisait. Ça marchait pas vraiment. Ensuite, c'était vraiment un collectif d'amis autour qui ont démarré avec la création d'un site internet et on pouvait commander des pokés. Ensuite, ils se sont dit il faut qu'on soit visible. Donc le digital a été très vite vraiment leur stratégie, et donc ils ont essayé de contacter des influenceurs, et à partir de là, un jour, une influenceuse commande un poké, le lendemain, s'est posté sur un il y avait 500 commandes. Donc, ils se sont dit la cuisine elle est un peu petite dans les appartements parisiens. La façon Van Dutch avec Britney Spears, c'est ça? C'est ça, un peu l'idée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont démarré après rue Poissonnière, à 35 mètres carrés, un restaurant physique avec 16 000 €. Donc on va acheter une saladette, 2 frigos, maman fait un peu de déco et l'histoire démarre. Donc dès le début, il y avait cette amorce de livraison. Bien sûr, 35 mètres carrés, vous imaginez, la place assise est très limitée. Et très vite, ils ont commencé à faire un deuxième, un troisième, parce qu'ils cherchaient justement ces emplacements, pas forcément numéro 1, en tout cas de quartier, qui étaient quand même, eux, attractifs. Et puis la livraison, forcément le levier, le marketing avec Instagram, 200 000 followers réels, c'est-à-dire qu'on a une vraie communauté, c'est pas acheté, même si bien sûr il y a des stratégies d'acquisition de followers. Donc 2, 3, et puis ils ont été à Nantes, à Bordeaux, à Nice, ensuite très vite à l'étranger, Bruxelles, Luxembourg. Et la franchise, il la refusait. Au début, ils disaient on ne sait pas faire. Il y avait des gens qui étaient intéressés pour prendre le concept. Ils disaient non, on ne sait pas, on n'y connaît rien. Et puis finalement, ils ont cédé. Donc il y en a eu 2, 3 qu'on signé à peu près. Il y a la plus vieille franchise à 2 ans et 3 mois. Moi, je suis arrivé, il y avait déjà 7 franchisés.
Donc c'était un peu particulier parce qu'il fallait forcément mettre les outils en place, remettre un peu les process. Aujourd'hui, on a 43 restaurants en franchise, une cinquantaine d'ouvertures prévues, 40 en France, 10 à l'international, 3 nouveaux pays. Voilà un peu du coup l'histoire. À vos débuts, la Dark Kitchen que vous aviez au début, c'est ce que tu avais expliqué, qui a fermé, c'est pour ça? Non, il y avait également une Dark Kitchen dans Paris, puis ils se sont dit, c'est pas intéressant pour le produit, à un moment donné, il faut quand même qu'on produise dans les restaurants, ce sera plus frais, on travaille. Une carotte, c'est simple, hein, si vous la râpez la veille, vous la consommez le lendemain, c'est pas intéressant sur le plan nutritif. Et la nutrition, c'est assez important pour Saint-Max, c'est quand même des gens qui ont toujours aimé le sport. L'idée, c'est de certes la restauration rapide, mais quand même healthy, et puis du coup avec de la fraîcheur. Donc ça s'est mis après de façon assez obligatoire. Si demain il devrait avoir des dark kitchen, ça serait du coup en satellite par rapport à des restaurants un peu flagship dans certaines villes. Par exemple, si on prend Lille, on peut la mailler avec 3-4 restaurants et peut-être 2-3 dark kitchen par exemple. Ok, certains tendanceurs avaient annoncé la fin du poké. Quelle est aujourd'hui votre stratégie pour continuer à la développer, continuer cet engouement autour du produit? Bah, nous on est toujours là en tout cas, ça fonctionne plutôt bien, vraiment. Bien sûr, le poké, c'est le produit phare. Il faut savoir quand même que chez Pokawa, c'est avant tout le poké création. Donc on est un peu comme un salade bar au final, sauf qu'on est sur une recette typée poké. Mais avant tout, je crois qu'on a un contenant, c'est un bowl, c'est nomade. C'est froid, on peut manger dans le train, on peut se faire livrer, il n'y a pas des frites qui ramollissent. Donc c'est un réel avantage. Donc ceux qui disent ça, bon, bah, visiblement ils se trompent. Et puis je pense que nous, on va toujours adapter avec les tendances qui peuvent exister. Effectivement, il y a peut-être que 0,2% de vegan en France, mais on a lancé, nous, un poké avec une protéine végétale et qui avait plutôt bien fonctionné. Donc on est toujours dans les tendances. Tout simplement. Alors c'est heureux. Très. Génial. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Aurore, je te passe la parole. Merci. Donc on va maintenant donner la parole à notre hôte, Pierre-Julien Chantios, donc fondateur de Eleni Group. Donc on est ravis d'être ici. On a la Grèce sans le climat. Ça va pas tarder dans quelques semaines, mais pour l'instant c'est encore un peu juste. Donc vous avez commencé avec la marque Kalios, ton frère et toi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Puis ensuite vous êtes devenu restaurateur en vous associant avec le chef Juan, dont je ne sais pas prononcer le nom de famille. Voilà. Et vous avez donc ouvert Yaya en premier, qui est votre première marque de restauration. Ouais, c'est ça. Pour revenir un petit peu au début de l'histoire, en fait, c'est marrant, c'était très intéressant ce que tout le monde a dit et je rejoins pas mal les idées. Moi, j'ai fait un parcours d'ingé et un master en finance et mon frère sort des écoles de commerce. Donc on rentre dans le cadre. On était parti 2008-2009 pour bosser dans les salles de marché, en banque d'affaires, tout ça c'était la crise, c'était compliqué. Tout le monde parlait d'argent, ça parlait de bonus qu'ils n'allaient jamais avoir. Et on s'est dit c'est le moment de se barrer, on sortait d'école et on va essayer de faire quelque chose qui a du sens. Et on avait la chance dans notre famille d'avoir des terrains d'oliviers en Grèce, dans le Péloponnèse. Et avec mon frère, on s'est fait un road trip comme ça aux US et au retour, on s'est dit allez, on va essayer de reprendre l'olivret. Et voilà, les grands-parents passaient la main. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On a une huile d'olive, on n'a pas de marque. Comment essayer de la faire découvrir? Donc première chose, on a créé une marque, Kalios, qu'aujourd'hui, voilà, je pense pas mal de gens connaissent. Et l'idée, c'était de faire découvrir en France un vrai produit de terroir de chez nous en Grèce. Donc, on a commencé à faire venir nos bidons d'huile d'olive, nos olives de Kalamata, tout ça. On s'est fait toutes les rues de Paris. On a testé tous les marchés. On a vendu à 5h du mat sur les marchés vers Gare de Lyon. On s'est fait un site internet tout pourri avec 500 balles en poche. On s'est fait des bouteilles épicerie fine, toutes moches au début. Voilà. On a un peu tout essayé et on s'est dit, voilà, les chefs, on va démarrer par là. Parce que si ça plaît aux grands chefs, ça plaira forcément à tout le monde. Et c'était un peu nos médailles. Voilà. Et puis, voilà, quelques années plus tard, on bosse aujourd'hui avec plus de 100 chefs étoilés. On bosse avec
voilà, tous ceux qui cherchent des bons produits accessibles, direct producteur avec une belle histoire. Et voilà, ça a très bien fonctionné, c'est la base et c'est simple en fait. Souvent on cherche qu'est-ce que je vais faire pour monter ma boîte, j'ai pas d'idée. En fait, les choses simples, il faut juste faire voilà, des choses qui parlent à tout le monde. En l'occurrence, c'était un bon produit, beau et avec beaucoup de bonne humeur. Et voilà. Des racines et une histoire quand même. Ouais, bien sûr, bah, c'est la base en fait, c'est la base de tout, je pense, dans le boulot, et c'est pour ça que ça marche. Et les choses simples, elles viennent avec les racines en général. Voilà, donc au cours de ces nombreuses rencontres, on a croisé Juan Arbeláez avec mon frère, qui est devenu un client, un très bon pote, et qu'un jour on a invité en Grèce au détour d'un match France-Colombie, Grèce-Colombie, pardon, qu'on a perdu de façon très sale, et on lui a dit, bah, puisqu'on a perdu, on va t'inviter en Grèce, on va essayer de passer un bon moment ensemble. Et puis en fait, il est tombé amoureux du village chez nous, de ce terroir, de cette vie très simple et très familiale. Voilà. Et on s'est dit, après quelques jours, il faut quand même qu'on se fasse un resto grec à Paris, quoi. Ça manque un petit peu la cuisine grecque, mais moderne, dans des beaux lieux. Voilà, un petit peu twisté, il y a des superbes bases, mais on s'éclate pas assez. Un lieu qui nous ressemble. Et voilà, ici on est dans le 4e Yaya, on a démarré à Saint-Ouen il y a 4 ans, à peu près, 3-4 ans. Puis Secrétan dans le 19e, Antony et la Défense. Et c'est vrai que, voilà, on s'est dit, pour moi un resto c'était un peu comme recevoir des potes à la maison, mais en plus grand, en plus beau, en plus simple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va manger dans les restos pour aller chercher quelque chose d'un peu plus. Et finalement, c'est des choses simples. Hein. On veut juste des beaux lieux quand on peut. On veut bien manger, c'est la base. Hein. Et on veut un service sympa. On est en Grèce, donc un peu de bonne humeur. Quoi. Et puis, on veut éventuellement pousser derrière et faire la fête. Et comme à la maison, dans une belle soirée avec des copains, ça se termine à coups de shot et à boire des cocktails et à faire la fête et à danser, quoi. Voilà. Donc c'est ça l'idée, on s'est dit on va faire ça comme à la maison en plus grand. Et 4 ans après, on est dans le 4e Yaya et 2 autres qui devraient venir dans les 2 prochaines années. Voilà pour la petite histoire. Bientôt, donc. Ouais, alors un peu plus que ça en fait. Pour grandir et bien grandir, on s'est dit voilà, faut se structurer. Parce que sinon ça va pas fonctionner. Ça on l'a vu dès le 2e. Dès qu'on a ouvert le 2e, on s'est dit comment on fait ouvrir un resto finalement quand on est dedans 7-7, 24-24. C'est pas c'est compliqué, mais pas tant que ça. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire un 2e et de garder le même niveau d'énergie, le même niveau de qualité, la même presta, et que les gens ils arrivent à venir chez nous même quand on n'est pas là. Parce que là, voilà, quand on est là et qu'on offre des shots, les copains ils sont tous là. Quand on n'est plus là, c'est plus la même. Donc voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire, de se structurer en interne pour préserver et même améliorer l'expérience. Donc on a créé à ce moment-là Eleni Group, qui, avec un directeur général, et on a recruté des talents dans chaque poste pour nous accompagner et mieux prévoir les futures ouvertures de demain. Donc voilà, les postes commerciaux, RH, compta, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on ouvre des nouveaux restos, on est quand même bien épaulé. Les directeurs ici et les chefs, ils font leur métier. Hein. Ils font leur métier, c'est-à-dire cuisiner, manager leurs équipes et accueillir les clients et voilà, et bien les servir. Et c'est vrai que l'administratif, c'est pas forcément leur fort. Hein. Quand on est un bon aubergiste, on est sympa, on n'est pas forcément très bon dans la paperasse derrière. Donc nous, notre travail, c'était de les accompagner pour leur délester un peu tout ce travail-là. Et les monter en compétences aussi d'une certaine façon. Donc Eleni Group a vu le jour et à partir de là on s'est un peu éclaté. Donc on a ouvert des restos de chefs aussi avec Amandine Chéniaud, Pouliche, Café de Luce. On a créé une marque sur l'Amérique latine, Amadito, où on va les sourcer un peu comme on a fait sur Kalios mais sur le terroir d'Amérique latine. Bref, on a fait aussi Street Lab dans le 11e rue de Charonne, qui est une cuisine un peu connectée. C'est pas vraiment une dark kitchen, l'idée c'était même presque l'opposé. À la base on s'est dit on va faire un lieu où on va essayer de s'éclater, presque incuber des marques de restauration, tester des choses,
et si ça fonctionne, on ouvrira des restos après. Donc c'est un peu l'inverse de plein de choses qui se font en ce moment, mais voilà, c'était un mini food court dans un restaurant, et on s'est dit, on va pas faire dans le même lieu, je sais pas, des burgers, des pizzas ou plein d'autres produits, c'est pas rassurant, ça donne pas envie. Donc on a créé différentes marques, et chaque marque est spécialisée dans son produit. Et ce lieu, Street Lab, qui est la contraction de Street Food et Food Lab, il permet de proposer ces différentes cuisines. Et voilà, aujourd'hui, ça fonctionne, c'est assez marrant. C'est pas forcément vers là qu'on va vraiment se développer, parce qu'on aime recevoir les gens, on aime faire vivre quelque chose de spécial. Et c'est vrai que c'est plutôt physique que connecté, on va dire. Voilà, mais on essaie de penser en tout cas à interconnecter. Et c'est vrai que dès qu'on crée quelque chose, aujourd'hui, on essaye de faire écho dans les différents lieux. Et ça fonctionne plutôt bien, c'est cool. Merci beaucoup, on va expérimenter ça tout à l'heure. Pour ceux qui resteront, il y aura des shots, donc si vous avez bien entendu, il faudra rester jusqu'au bout. Merci, je reprends la main et je vous demande d'accueillir Camille Laratte, qui est responsable concept restauration chez une petite maison de l'hôtellerie, la maison Accor. Voilà. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Ravi. Donc tu développes des concepts de restauration depuis plus de 7 ans maintenant. Ouais. Au sein du groupe Accor. Je suis d'accord. Et tu as été à l'initiative donc de projets comme Queen Beachy, Petzouille. Comment ça marche ça? Ça marche plutôt bien. C'était pas la première question que tu devais me poser, mais ça marche très bien. Moi j'aime bien inverser les questions parce que c'est pour voir si tu suis. Bon bref, ta mission c'est de trouver le bon concept au bon endroit. Ouais, exactement. C'est la bonne question? C'est pas la bonne question, mais c'est pas grave. Je te pose la bonne question. En 7 ans, comment a évolué la restauration d'hôtel? J'ai appris conducteur. Non, c'est vrai que donc, je suis arrivée il y a 7 ans chez Accor, effectivement sur la partie développement des concepts de restauration dans des hôtels. Et en 7 ans, voilà, il y a un virage énorme qui a été pris en hôtellerie donc, sur les concepts de restauration, parce que quand je suis arrivée, la restauration c'était un peu la 5e roue du carrosse. Dans le sens où voilà, un directeur d'hôtel ne savait pas forcément faire de la restauration, c'était pas le cœur de son business, enfin, son business c'est l'hébergement, et c'est hyper technique, vous le savez tous, technique, il faut vraiment être passionné, il faut aimer ça pour pouvoir bien restaurer les gens. Mais ce qui a fait la différence, c'est effectivement l'émergence en fait, de tous les concepts d'hôtel lifestyle qui sont vraiment arrivés sur le marché français à peu près à cette période-là, en fait, en 2015, avec notamment Mama Shelter, qui a été en fait un des premiers hôtels voilà, dans cet esprit un peu lifestyle, où vraiment la restauration en fait était au centre en fait de l'hôtel. Et ça a changé un peu la donne en interne. Ça a fait bouger les lignes. Et c'est vrai que ouais, c'est vraiment Mama Shelter en fait qui a changé la donne qui a fait bouger les lignes sur la restauration d'hôtel. Mais grosso modo, depuis en fait, donc Mama Shelter après a été racheté par Accor, hein, comme vous le savez. Il y a aussi depuis 2020 le groupe Ennismore qui aussi fait partie d'Accor. Ennismore, c'est vraiment voilà, le premier gros groupe en fait d'hôtels lifestyle avec des marques comme 25 Hours, Hoxton. Et ça, c'est pareil, c'est vrai que ça a fait changer la mentalité un petit peu en interne chez Accor. Et comment se créent les concepts du coup chez Accor? Alors, il y a plusieurs choses. La première des étapes, on demande à nos partenaires propriétaires, c'est de faire une étude de marché pour que voilà, on puisse estimer un petit peu le potentiel en fait sur sa zone d'hôtel, qu'on puisse aussi estimer voilà, quelle est la clientèle et sa cible clientèle. Et c'est grâce à cette étude de marché qu'on positionne en fait le bon concept de restaurant. Et bien évidemment, tous les hôtels n'ont pas en fait cette possibilité, cette facilité d'aller chercher de la clientèle extérieure. Mais on a à peu près 10 à 20 flagships vraiment avec des hôtels qui vont pouvoir générer un gros volume en fait de restauration, et auquel cas effectivement on positionne voilà, le bon concept au bon endroit. Et vous faites aussi des co-branding? On fait des co-branding, alors voilà. Là, on veut venir en co-branding chez Accor. Ouais, c'est possible. En fait, on s'ouvre à ça.
c'est vraiment ce qui a vraiment changé chez Accor, c'est que maintenant en fait le restaurant il fait partie, il n'y a pas un projet sur lequel le restaurant n'est pas au centre en fait de l'hôtel, et c'est vraiment voilà, on fait des lieux de vie dans lesquels tu peux venir manger, boire, travailler à tout moment de la journée. Et ça c'est vraiment un changement d'état d'esprit chez Accor. C'est pour ça qu'on s'ouvre en fait à des concepts de restauration forts, avec des vraies marques commerciales. On n'est pas des restaurants et on essaie de casser en fait cette image de restaurant d'hôtel pour avoir vraiment des restaurants voilà, qui soient beaucoup plus ouverts sur l'extérieur. D'ailleurs, on essaye de scinder maintenant les ouvertures en fait. Tu rentres plus dans un restaurant d'hôtel par la porte en fait, de l'hôtel, mais tu rentres par une entrée spécifique en fait avec une enseigne de restauration. Et donc du coup, on s'ouvre au co-branding parce qu'on a rapidement compris que les concepts de restauration avec des vraies marques, etc., évidemment, ça faisait rentrer beaucoup plus la clientèle extérieure. Et donc du coup, là, on a quelques exemples. On a travaillé récemment sur le concept effectivement de Condici. Donc Condici, c'est au Novotel Paris Vaugirard. Donc sur une marque qui est plutôt Novotel, enfin voilà, c'est une marque un peu historique du groupe Accor. On a vraiment fait bouger les lignes sur la restauration. Et donc voilà, donc on a effectivement des associations avec des chefs, notamment les cocottes aussi sur des Sofitel. On a Pezzo Lagrange aussi au Novotel Vaugirard, pardon, porte de Versailles, sur lequel en fait au rooftop on a créé un concept assez sympa. Et donc on se fait aider des chefs effectivement pour cela. Eh ben c'est super. Et j'ai une petite dernière question. Vous avez pensé à utiliser des espaces non occupés aujourd'hui dans les hôtels pour développer éventuellement de la dark kitchen? Ouais, on l'a fait, mais en fait pour être tout à fait transparente, c'est compliqué chez nous parce que en fait c'est nos équipes qui opèrent et objectivement aujourd'hui on préfère qu'ils se concentrent sur le fait de bien restaurer en fait notre clientèle hébergée. Enfin on a quand même une clientèle dans l'hôtel et l'avantage c'est qu'on a une clientèle qui est assez captive. Mais ouais, c'est des choses auxquelles on pense, carrément. Merci beaucoup. Il y aura sûrement évidemment des questions tout à l'heure. Un mal pour un bien, c'est que Frédéric Loeb n'a pas pu être là ce soir, donc on va pouvoir les réchauffer plus rapidement que prévu. Mais avant, j'imagine que vous avez tous des questions. Alors si vous avez des questions, levez la main, on va vous passer le micro. Bonsoir à tous. Je vais faire un tir groupé de questions. Pour le Jira, Géladal ou Grolet, c'est quoi le meilleur modèle? Pour Pokawa, pourquoi l'Italie, l'Espagne et la Suisse, alors qu'en France vous avez encore beaucoup de boulot? Accor, la Dark Kitchen, je pense que vos cuisines ne sont pas très occupées en effet, connaissant bien le groupe Accor, puisque mon parrain est Paul Dubrul, donc je connais assez bien le groupe. Donc pourquoi vos cuisines, vous ne les occupez pas plus? Et puis pour Monsieur Chansos, pour Yaya, pourquoi une maîtrise du développement aussi courte, alors qu'on pourrait avoir 50 ou 80 Yaya demain en France et à l'étranger? Vous avez le bonjour de Olivier Saguez. On commence friendly, convivial. Allez, on y va. C'est parce qu'ils cherchent du boulot, c'est pour ça. Non, c'est la réalité, c'est tout. Voilà, il faut... Après, vous aurez le droit de poser des questions, On n'est pas dans mais des que rêves, si elles hein. sont méchantes. Ok, vous avez compris. Allez, Bernard. Alors, vous m'avez dit Grolet et Géladal. Géladal ou Grolet, c'est quoi le meilleur concept? Je dirais Yann Couvreur et Factory & Co. Ah, les Fayot, les Fayot. Effectivement, en France, il y a encore... Effectivement, en France, il y a encore de quoi développer des Pokawa, donc pourquoi déjà aller à l'étranger? Parce qu'on a des opportunités de le faire, tout simplement. La restauration rapide, c'est un marché qui va vite. L'objectif chez Pokawa, annoncé par les fondateurs, c'est d'être au moins leader européen. Donc si on veut le devenir, eh ben, il faut y aller, tout simplement. Donc on a différents modèles, parfois le Portugal, on va en succursale. On fait parfois du mix pour l'Espagne. La Suisse, on a un franchisé exclusif. Et donc voilà. Et puis c'est, je pense aussi, Samuel et Maxime ne veulent pas s'arrêter juste au concept Pokawa. Ils ont besoin de se nourrir, d'imaginer, c'est des créatifs. Et donc c'est des nouveaux défis. Et donc c'est aussi ça, chez Pokawa, on pourrait juste en faire 300 en France et de se dire, allez, stop, rideau. Mais c'est pas l'idée.
Et concernant les dark kitchen, j'ai pas dit qu'on le faisait pas, on le fait, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est pas forcément la stratégie. On préfère se concentrer pour avoir des vrais restaurants qui fonctionnent avec des chefs en cuisine et tout ça. Et objectivement, il y a quand même voilà, du potentiel et que la dark kitchen. Et pour le développement, on veut faire à notre rythme. On a déjà ouvert 10 restos en 4 ans, c'est pas mal. Et surtout, on les fait seuls avec nos propres moyens et avec nos propres banques. Donc, on n'est pas illimité. On n'a pas trop droit à l'erreur non plus. Donc, je pense que le trend est pas mal et on a envie de s'éclater, opérer nous-mêmes aussi. Et pour le moment, enfin, il n'est pas question à date de franchise ou autre. Donc on va essayer de garder ce rythme-là, qui est plutôt pas mal déjà. Merci. D'autres questions? Je peux t'en faire d'autres, hein, si tu veux. Bonsoir. Un élément de la mutation également, c'est l'inflation, pour part conjoncturelle, pour part structurelle. Alors est-ce que les restaurateurs présents, notamment le GNI, je crois qu'ils sont beaucoup ses adhérents, pourraient nous parler de la façon dont vous vivez cette inflation, comment vous la ressentez au niveau de vos achats et comment vous la reportez, est-ce que vous l'avez fait, est-ce que vous allez le faire, comment vous vivez ça? L'inflation, c'est ça? Oui. Alors moi, j'ai vraiment les questions chiantes, quoi. Enfin, quand même, c'est quand même incroyable, quoi. On a dit méchant, hein. J'avais compris passion au départ, et en fait, c'est inflation, d'accord. Donc, passion, j'ai sourié, ouais, je vais en parler. Inflation, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, alors ça, c'est nouveau, parce qu'on a été mal habitués, on n'a pas eu d'inflation, véritablement, depuis pas mal d'années, en fait. Donc, là, on repart sur un sujet qui est très délicat. Enfin, en tout cas, nos adhérents sont très largement ennuyés avec ce sujet parce que la plupart considèrent que c'est peut-être pas le meilleur moment pour inflater nos prix. Et pour autant, effectivement, on constate tous les jours, on a des produits, des matières premières qui ne font que coûter plus cher. On a une énergie, je pense que la facture énergétique, on ne se rend pas encore bien compte, mais on va vite se rendre compte, on va prendre très très cher, effectivement. On a des bailleurs qui continuent. Moi, sur 4 de mes établissements, j'ai des bailleurs je suis arrivé au bout des 9 ans et qui veulent me déplafonner. Donc on sort de 2 années Covid, c'est assez incroyable. Et je demande à mes avocats, mais jamais ils pourront. Ils disent, ça dépend des experts. Il y a encore des experts qui aujourd'hui donnent les déplafonnements. Donc voilà, donc il y a tous ces coûts effectivement qui s'accumulent. Et puis nous qui sommes un petit peu timorés en disant, c'est pas le moment pour augmenter les prix. Je sais pas, pour moi en tout cas, et on va encore en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que si on fait bien notre boulot, et qu'on offre une expérience, si on est là pour vendre un steak haché frites et qu'on veut se positionner mieux que le voisin qui vend le même steak haché frites, ça va être compliqué, effectivement il va y avoir guerre. Ou si on est là pour vendre une pinte de bière la moins chère possible, ça va être compliqué aussi. Je crois qu'il faut qu'on se démarque et qu'on a aussi, je crois en nous, on a un ADN. Et il est important à mon avis de ne pas essayer de faire, moi je ne saurais pas faire du pokéball, je ne vais pas essayer d'en faire. Alors ça ne m'intéresse pas plus que ça non plus, et puis je ne saurais pas faire. Donc j'ai un savoir-faire plutôt dans la bistronomie, je vais essayer de continuer là-dedans. Là je suis en train d'acquérir, parce que ma clientèle a muté, une compétence sur de la brasserie, mais parce que j'y étais un petit peu forcé, parce que j'ai regardé mon environnement évoluer, donc je me suis dit, tiens, c'est plus la bistronomie qu'il faut que je fasse, c'est la brasserie. Donc voilà, mais après c'est très compliqué de se réinventer un nouvel ADN tous les jours, mais enfin, voilà. Mais je crois encore une fois, en parlant d'expérience globale, ça sera plus facile pour nous de suivre l'inflation et d'inflater nos tarifs si on ne vend pas du steak frites, mais une soirée sympa ou un déjeuner sympa dans nos restaurants. Donc encore une fois, l'expérience, le service, la déco bien évidemment, et puis je n'allais pas dire que l'assiette est secondaire, pas du tout. Je veux dire, mais c'est le prérequis nécessaire. Enfin, il faut que ça soit bon. Mais ça peut plus être que ça aujourd'hui, il faut que ce soit bon et qu'en plus, il y ait quelque chose. Donc ça peut être festif et dansant. On incite les gens à boire des shots avant de prendre la voiture. Ça peut être aussi d'autres astuces.
Ben voilà, l'assiette, le prérequis, c'est que ce soit bon, je crois. Fait maison, le cavor, plein de choses, pourquoi pas. Que ce soit bon, et ensuite, il faut qu'il y ait autre chose autour. Et là, on pourra suivre l'inflation, mais si on est sur un produit qui est vendu par toute la rue, ça va être plus compliqué, effectivement, parce qu'il y aura forcément une bataille sur ce produit de référence, qui sera un petit peu le indicateur pour les gens. Le steak frites, s'il est à 12, là, il est à 11, ben, je vais aller là où il est à 11. Donc, voilà. Merci. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce que du coup le Leaders a pour rôle de réfléchir à tous ces sujets un peu qui nous préoccupent et donc on va justement parler de ça dans notre prochaine réunion qui sera le 28 mars. Donc je déflore juste un peu l'agenda mais comme on était dessus, voilà. Donc on va regarder l'addition, est-ce qu'on doit la faire évoluer, comment et on va discuter de tous ces sujets-là. Donc le 28 mars, c'est pour ça qu'on attend le 28 mars parce que comme ça on connaîtra le montant des augmentations industrielles qui sont dans la salle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions des industriels qui sont dans la salle? On aura nos nouveaux tarifs en mars. Donc le 28 mars, on pourra en parler. Pas d'autres questions, les amis? Bon, bah, avant de passer à la Horiatiki et... non, pardon, oui, pardon, juste, oui, pardon, sur l'inflation, pardon. J'ai oublié le vin. On a aujourd'hui des vignobles qui, la Bourgogne, enfin c'est incroyable, la Bourgogne, on aurait pu acheter une quille de Bourgogne à un prix à peu près décent et surtout à le mettre sur table à un prix décent pour nos clients. Donc comment contrer cette inflation? Pas forcément en disant je vais mettre 10 balles de plus parce que j'achète 3 ou 4 balles de plus, mais peut-être en décidant d'aller vers d'autres vignobles. Peut-être redécouvrir effectivement le Beaujolais. Moi, voilà, le Beaujolais, c'est le mal aimé peut-être aujourd'hui, mais il y a des gens qui tirent le Beaujolais par le haut, enfin voilà, dans le Mangon en particulier, enfin aller chercher d'autres vignobles. Donc ce qu'on va peut-être devoir faire avec le vin, se dire, bah, moi je peux plus m'offrir aujourd'hui des Bourgognes parce que un Bourgogne premier cru à table c'est 80 ou 100 balles et mes clients ne veulent pas forcément ça. Et ben, changer sa carte des vins et peut-être effectivement trouver avec cette réflexion sur le vin, eh bien, des astuces pour le reste et pour notre carte de cuisine. Voilà. Merci beaucoup. Je disais avant de passer à la partie festive de la soirée, bah, à vos agendas. On va voir quoi, le 17 février, un petit déjeuner chez nos amis Deliverect. Est-ce que, Rachid, tu veux dire un petit mot? Non? Non? Non, non, non. Si, tu veux? Mais vite fait, genre 30 secondes. Non, mais je le connais. Alors bonsoir à tous, rebonjour à ceux que j'ai croisés ce matin déjà. C'est une longue journée. Donc, Deliverect en 30 secondes. 30 secondes tout compris. Ouais. Non, en fait, on accompagne juste cette transition de la restauration. On pense qu'il n'y a pas forcément de modèle, il n'y a pas forcément de dichotomie du bien du mal entre la livraison ou le surplace. Donc on essaie d'accompagner au mieux la restauration dans sa digitalisation, numérisation, donc avec toutes les nouvelles briques technologiques qui accompagnent la restauration, que ce soit en livraison ou en consommation sur place. Donc on a comme vocation de faciliter toute cette gestion, faciliter la gestion multicanaux. Donc on a un channel manager pour la facilitation de la mise en ligne, mise en commande, paiement, commande à table, hein, c'est des choses qui se font aujourd'hui également. On accompagne des restaurateurs qui à 8 ans sont sortis de HEC. Et du coup, voilà, on est juste cet acteur un petit peu en middleware, on travaille dans l'ombre pour aider les restaurants et les groupes de restauration à mieux gérer leurs clients, que ce soit en consommation sur place ou en livraison à domicile. Et donc le petit déjeuner chez Bamako. Il y aura à manger, on est d'accord. 17 février. Exact. Ok, on continue avec le printemps engagé. Paul, 30 secondes. Merci au Leaders Club. Oui, on avait initié cette démarche il y a 2 ans, juste avant le Covid évidemment, et donc ça a diminué l'impact de cette action. C'était simplement organiser, fédérer les restaurateurs pour partager, donner pour une association qu'on soutient depuis toujours, qui est Restaurants sans frontières. Donc la démarche, c'est de mettre en place dans vos établissements le principe de l'arrondi sur le TPE et de dire que la différence, elle ira à l'association. Donc on avait enclenché ça, on a récolté 16 000 € il y a 2 ans, on espère faire mieux. On a aujourd'hui une dizaine d'enseignes qui ont dit oui. Ce matin, Pokawa a dit oui, mais sinon on a Bagel Corner, on a Double, on a les burgers de papa. Enfin, il y a une dizaine d'enseignes plutôt de la restauration rapide. On espère que la restauration à table pourra rejoindre le mouvement. Le but, il est justement d'enclencher un mouvement. Alors,
France Snacking, comme d'autres magazines peuvent soutenir. Il n'y a pas de, on ne tire pas la couverture à nous, c'était simplement de fédérer les forces pour récolter un maximum, puisque Restaurants Sans Frontières installe des cantines dans des régions défavorisées, construit des jardins durables, et puis en tout cas à une initiative qu'on soutient. Je sais que Jean-Charles les soutient aussi de The Pro depuis longtemps. Donc voilà, fédérons nos efforts pour essayer de récolter. Donc j'ai mis mon adresse si vous voulez me contacter. On fait juste le porte-plateau et on essaye de récolter un maximum. Donc étranglé dans l'œuf il y a 2 ans, sur 2 mois et demi, on a quand même fait 7 000 €, ce qui était pas mal. Il y a des chaînes qui nous ont bien soutenus, enfin en tout cas qui ont soutenu l'initiative. J'espère qu'on fera mieux, donc je vous invite à rejoindre l'initiative. On va faire des infos sur les réseaux sociaux et sur le site, donc, et on mettra toutes les enseignes qui nous rejoignent. Jonathan m'a dit que oui, ce serait, il rejoignait le... Voilà, c'était un peu... exactement. Merci beaucoup, merci à tous, et puis bonne soirée. Merci Paul. Merci. D'ailleurs, il a laissé son adresse email, parce que si vous voulez vous abonner au magazine Snacking, c'est la même adresse. Non, bien sûr. Et on continue après avec la convention BRA qui aura lieu le 7 avril. Anthony, tu veux dire un petit mot? Un petit mot rapide. Bonjour à tous. Merci Joe Leaders Club du coup de devenir partenaire de notre événement. Donc avec BRA, vous le savez, chaque année on publie le panorama BRA qui est le classement des chaînes et des concepts de restauration. Ceux qui n'ont pas encore répondu et qui seraient là, n'hésitez pas à nous envoyer vos données et surtout vos témoignages pour qu'on puisse faire une belle interview dans ce hors-série. Cette année, ce sera en hors-série. Et donc, on avait l'habitude de faire une matinée dans laquelle on présentait les chiffres. On va plus loin cette année puisqu'on fait une journée entière. On présentera les chiffres en exclusivité avec notre partenaire Food Service Vision et on les analysera sous tous les angles possibles. Et on continuera l'après-midi avec des tables rondes, des interventions d'experts, également de partenaires, de fournisseurs. On a déjà 4 beaux partenaires que je cite, Rational, InnoOrder, Metro et Deliverect. Donc leurs dirigeants participeront à ces tables rondes et parmi les intervenants, on peut déjà vous annoncer Olivier Bertrand qui ne prend pas beaucoup la parole et qui sera là parmi nous, Didier Chenet aussi, parce que c'est pas uniquement la convention des chaînes, c'est également les indépendants, le monde de la restauration contemporaine. On veut en fait faire un rendez-vous autour de notre ligne éditoriale qui est la restauration moderne, commerciale, du snacking à la brasserie en passant par le bar. Donc voilà, je suis à vos dispo pour vous en dire plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, vous pouvez noter notre agenda et si vous n'avez pas le temps de noter tout ça, vous nous suivez sur les réseaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et vous aurez toutes les dates régulièrement. Et si jamais vous ne recevez pas nos emailings, n'hésitez pas à voir Laetitia qui est par là et lui donner une petite carte de visite et elle va vous rajouter à la base. Donc on a déjà parlé et on se développe aussi en région, donc pour ceux qui ont voilà, des antennes régionales, n'hésitez pas, on va aller en PACA, on va aller en Rhône-Alpes, la prochaine date donc bientôt en avril en PACA. Voilà. Et merci à tous, merci à tous nos partenaires sans qui nous ne pourrons pas faire évidemment ces événements. Et je suis super content parce que je vous vois de plus en plus nombreux et fidèles au Leaders Club. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire venir encore plus de monde parce que ça nous donne envie de faire encore de plus belles choses. Voilà. Et ben c'est parti, on va aller déguster tout ça. Merci à tous.